Ce soir, le sort en est jeté pour le chef conservateur Erin O'Toole, chassé de son poste. Le leader parlementaire Gérard Deltel est avec nous. Le chef expulsé, quel avenir pour le Parti conservateur qui semble plus divisé que jamais? L'analyse des journalistes Joël Denis Bellavance, Althia Raj et Catherine Lévesque. Et au jour 6 du siège au centre-ville d'Ottawa, la police devrait-elle intervenir pour démanteler les barricades? L'inspecteur à la retraite, André Durocher, répond à nos questions. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le couperet est finalement tombé sur le règne d'Erin O'Toole au Parti conservateur. Les députés réunis en caucus ce matin ont voté en faveur de sa destitution dans une proportion de 62 % Erin O'Toole aura donc été chef du Parti conservateur moins d'1 an et demi. Il avait gagné la course au leadership au mois d'août 2020 en battant son plus proche rival, l'ancien ministre Peter MacKay. Voici d'abord le message qu'Erin O'Toole a publié sur les réseaux sociaux au terme de sa défaite. C'était une fierté pour moi de diriger le parti de Sir John A. Macdonald, de Robert Borden et la crête de Vimy, de John Diefenbaker et la charte des droits, de Brian Mulroney et son leadership dans le monde pour en finir apartheid, et de Stephen Harper, qui a bien défendu nos intérêts et valeurs sur la scène internationale. Notre parti est celui de la première femme première ministre et du premier ministre noir. C'est notre parti qui a fondé notre pays et je crois vraiment qu'on doit gouverner le Canada pour réunir notre pays à ce moment difficile. Pour ce qui est des réactions, elles sont nombreuses. Voici à chaud quelques députés conservateurs peu de temps après le vote. Je pense que on a perdu une élection, encore une fois, puis les députés ont entendu nos membres dans nos comtés qui étaient frustrés avec les résultats, puis ils ne voyaient pas de changement qui venait immédiatement, de grands changements que je pense qu'ils avaient le droit de demander. Et c'est parce que ça a mené à cette journée aujourd'hui. Premièrement, la confiance d'Erin O'Toole, elle se base sur plusieurs facteurs. Il y a différentes raisons pour lesquelles les députés certains avaient moins de confiance envers lui. Pour nous, c'est une question qui était plus généralisée au niveau du leadership, au niveau de la situation qu'on vivait avec le caucus. Donc pour nous, il devait y avoir quelque chose qui se passe. Donc les membres ont décidé ce matin de façon assez claire que M. O'Toole, malheureusement, ne peut pas continuer à diriger le caucus. Et maintenant, ce qu'on vit, c'est de repartir et de continuer et d'être prêt pour la prochaine élection parce qu'on n'a pas un caucus divisé. On a des gens qui s'adorent, qui s'aiment, mais qui avaient des divisions qui ne devaient pas être là, qui là maintenant, ça doit être réglé. On va prendre acte du résultat du vote de ce matin. C'est un processus qui a été amorcé, qu'on devait suivre. On va avoir à choisir un chef intérimaire, puis il y a une course au leadership. Et les Canadiens et les membres du parti vont avoir l'occasion de se faire entendre à ce moment-là. Donc, en ce moment, la division dont vous parlez a résulté dans le résultat du vote que vous avez vu ce matin. On ne peut pas nier qu'effectivement, il y avait des divisions, qu'il y avait des frictions dans le parti. Cependant, je pense qu'on a une occasion là, de se tourner vers l'avant puis d'essayer de trouver une façon de réunir puis de faire travailler tout le monde ensemble. Moi, je pense que c'est un dossier qui est réglé. On regarde en avant, on construit. Moi, je suis élu pour représenter le Parti conservateur du Canada, qui est un parti, pour moi, progressiste conservateur. Il doit rester progressiste conservateur. Et c'est pour ça que les gens de Portneuf, Jacques Cartier, m'ont élu. Autre réaction chez les conservateurs, je retrouve Gérard Deltel, député de Louis-Saint-Laurent et leader parlementaire. Bonsoir, M. Deltel. Bonsoir. Quelle est votre réaction à vous, à tout ce qui vient de se passer au Parti conservateur? Évidemment, sur un plan personnel, pour moi, c'est une journée triste parce que je travaille directement avec Erin O'Toole tous les jours depuis bientôt 1 an et demi. C'est un homme exceptionnellement engagé pour le Canada, pour le parti, pour les idées auxquelles il croit et il défend. C'était un excellent père de famille aussi. Évidemment, pour nous tous qui sommes proches de Erin, c'est un moment difficile. Maintenant, nous ne sommes pas des démocrates à géométrie variable. Nous sommes des démocrates. Le caucus s'est prononcé. Le verdict est tombé. Nous l'assumons et on regarde en avant. Et vous, est-ce que vous avez voté en faveur du départ de M. O'Toole ou pour qu'il reste? Non, absolument. Moi, je voulais qu'il reste. Je pense que M. O'Toole, comme tout le monde, avait ses forces et ses défis. Comme tout le monde, il a pris des très bonnes décisions, d'autres des décisions qui prêtaient à examen. Et c'est la vie politique qui conduit à ça. Et là, les gens se sont prononcés tels que le permettent nos règles et nous assumons pleinement ça. Cela dit, moi, je pense que M. O'Toole aura joué un rôle important
dans l'histoire et l'évolution de notre parti. Tout a déboulé, mais vraiment très vite, au Parti conservateur au cours des derniers jours, des dernières heures. Je dirais, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en veniez à une telle crise au parti? Ben, un peu comme je vous disais, qui prêtent à examen, puis des gens qui ont des difficultés avec certaines décisions, ce qui est le lot de tout le monde. Hein. Moi, comme je dis tout le temps, si vous avez un politicien qui vous dit que je suis 100% d'accord avec 100% de déclaration de mon chef, puis 100% de ce que disent 100% de mes collègues, vous êtes sûr d'avoir 100% devant vous un menteur. C'est humainement impossible d'être toujours en accord avec tout. Alors, des fois, il y avait des enjeux qui rendaient des gens tristes, et puis bon, une fois que vous les accumulez, ben, ça arrive à ça. Cela dit, notre parti est le seul parti à avoir cette règle qui permet, telle que le prévoit la loi, qui permet au caucus de faire une revision du leadership du chef, et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Bon. Une fois que le nombre est atteint, ben vous avez le vote qui a lieu très rapidement. Alors c'est sûr que ça peut paraître très rapide, mais on comprend que celles et ceux qui souhaitaient que M. O'Toole parte ont eu l'occasion de le faire au fil du temps. Pour ce qui est de la suite des choses maintenant, oui. Mettons que la suite immédiate. Au moment d'enregistrer cette entrevue avec vous, M. Deltel, on est en fin d'après-midi, donc vous vous apprêtez à choisir un chef intérimaire pour remplacer M. O'Toole, jusqu'évidemment à la course au leadership. On dit que vous êtes sur les rangs. Est-ce que vous êtes intéressé à ce poste intérimaire? Non. Je ne serai pas candidat à la course au leadership intérimaire et je ne serai pas candidat non plus à la course au leadership du parti. Bon. Est-ce que ça veut dire que vous êtes donc sur les rangs des candidats potentiels à la succession de M. O'Toole? Non, je préfère les autres. Je sais qu'il y a des personnes qui se préparent par rapport à ça. Évidemment, depuis que M. O'Toole a annoncé qu'il quitte, des gens se préparent, tant pour l'intérim que pour le poste, appelons ça permanent, des fins de discussion du chef. Alors, laissons la course se faire, mais je ne serai pas candidat ni à l'une ni à l'autre. Donc, c'est réglé? Oui, absolument. Qui vous verriez pour succéder à M. O'Toole? Évidemment, laissons les gens se présenter, après ça, on pourra les juger. Vous savez, une course au leadership, c'est ça qu'il y a de beau dans une course au leadership. C'est que vous avez des personnalités qui émergent, qui parfois sont un peu connues, puis deviennent très connues. L'exemple le plus sensationnel dans l'histoire politique canadienne, c'est Jean Charest, qui, en 1993, était un brave jeune ancien ministre du gouvernement Mulroney, et puis a tenté, à 34 ans, de se présenter, et est arrivé à 80 votes, c'est-à-dire 80 personnes. Si 80 personnes avaient changé d'idée, il devenait premier ministre à l'âge de 34 ans, alors que personne ne l'avait vu venir. Alors donc, laissons la course au leadership se faire, laissons les candidats qui veulent briguer les suffrages le faire, écoutons-les, analysons-les, et identifions la meilleure personne pour nous diriger afin de pouvoir diriger le Canada, donc de convaincre nos militants, convaincre également la majorité de Canadiens. Bon. Et entre-temps, justement, on a le sentiment que le Parti conservateur est plus divisé que jamais. D'un côté, évidemment, il y a l'aile plus à droite, plus religieuse, de l'autre, l'aile plus progressiste. Comment vous allez faire au Parti conservateur, Gérard Deltel, pour réunir le parti? C'est évidemment le chef qui assume cette responsabilité-là. Le chef doit faire conjonction et avec toutes les franges de quelque parti que ce soit. Il n'y a pas un parti qui est unifié, qui est une brique. Là. Tous les partis ont toutes leurs textures, que ce soit le Parti libéral, le NPD, le Bloc ou enfin. Vous savez, il y a des gens... pour faire d'histoire, mais il y a des gens dans des partis politiques qui ne sont pas lignés, qui disent, vous savez, moi, je suis pas mal plus à droite que vous le pensez, tout ça. Je suis pas mal plus conservateur que vous le pensez. C'est normal. Dans la vie, vous avez des familles, vous avez des gens qui font que certaines textures plus à droite, certaines textures plus à gauche. C'est ça, la vie d'un parti politique. Alors, c'est la responsabilité du chef de fédérer tous ces gens avec les objectifs communs, ce qui rassemble les gens, chez nous, comme chez les adversaires, pour aller de l'avant. Alors, laissons la course au leadership se faire, évaluons les meilleurs potentiels de celles et ceux qui se présentent pour savoir qui serait capable justement de maintenir cette unité dans quelque parti que ce soit, mais principalement le nôtre, en vue de convaincre une majorité de Canadiens. Et c'est ça une course au leadership. Certains disent que le parti est sur le bord de l'implosion. Est-ce que c'est le cas? Parce que absolument la crise, même aujourd'hui, est assez majeure. Là. Est-ce que c'est le cas que le Parti conservateur est sur le bord de l'implosion? Ben écoutez, vous avez une décision qui a été prise ce matin par la majorité des députés et la résultante, c'est que le chef a quitté et il y a une course au leadership qui s'annonce. Alors, c'est pas une question d'implosion, c'est une question qu'il y a une décision qui a été prise et maintenant il y a une course au leadership. Course au leadership, on comprend, là, c'est pas, comme on dit en mauvais français, une marche dans le parc, là, c'est pas walk in the park, là. On comprend qu'il peut y avoir parfois des tensions, parfois des débats d'idées, parfois des frictions. C'est le propre d'une course au leadership. Mais c'est aussi le propre de mettre de l'avant des idées nouvelles qui prêtent à examen. Mais c'est ça qui est une course au leadership. Les gens qui vont défendre des idées parfois nouvelles,
vont pouvoir être analysés sous le regard des militants pour dire est-ce que je suis à l'aise avec cette personne-là, en vue de pouvoir convaincre le maximum de Canadiens. Et c'est ça, une course au leadership. Il nous reste quelques secondes. C'est une crise qui survient quand même au parti alors que les travaux du Parlement viennent tout juste de reprendre après la pause des fêtes. Est-ce que ça va vous empêcher, les conservateurs, de faire votre travail d'opposition officielle? Absolument pas, puis je pense qu'on le démontre très bien à toutes les périodes de questions. Nous avons vu des gens, des fois, déposer des questions très pertinentes et des ministres qui répondent pas. Moi, je pense simplement à Luc Berthold, le député de Mégantic-Lérable, qui, hier et encore aujourd'hui, avec le premier ministre, a réussi à le mettre en boîte sur la question du coût de la vie. Ça, c'est les députés du Québec. Ça, c'est les députés conservateurs qui font leur marque à la Chambre des communes. Et ça ne fait que commencer. Gérard Deltel, député de Louis-Saint-Laurent et leader parlementaire des conservateurs à Ottawa, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Merci. Au revoir, Mme Bégin. Je poursuis l'analyse maintenant avec nos journalistes Joël Denis, Althia et Catherine. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. D'abord, un tour rapide. Chacun d'entre vous, je vous demanderais, est-ce que c'est une surprise pour vous, cette crise au Parti conservateur qui fait finalement qu'on a montré la porte au chef aujourd'hui? Joël Denis, je commence avec vous. En fait, la marmite bouillait depuis un certain temps. On savait qu'il y avait de l'insatisfaction depuis les élections, depuis la défaite électorale, et certains exigeaient des comptes à Erin O'Toole parce qu'il avait fait un recentrage de son parti sans avoir nécessairement la bénédiction des membres du caucus ou même des membres du parti. Donc, on savait tôt ou tard que ça allait péter, mais aussi rapidement, non. Ça me surprend. Je ne croyais pas que M. O'Toole perdrait son poste aussi rapidement. Althia, est-ce que vous êtes surpris que ça a été aussi vite? Non, pas vraiment. Le caucus avant Noël était très divisif. Le caucus de la semaine dernière, après que les gens se sont quittés le jeudi, il y a eu des différents groupes qui se sont rencontrés pour ajouter des signatures à la lettre. Alors, ils n'avaient pas les 35. Ils avaient le minimum requis au mois de décembre. Ils voulaient avoir 40 députés qui signaient la lettre. Bon, ils l'ont pas eu, mais ils ont eu souffle durant la fin de semaine que M. O'Toole allait demander un vote au caucus mercredi parce que les gens devaient se lever pour plaider leur appui au chef. Puis, ils voulaient s'assurer d'avoir un vote secret. Alors, c'est pour ça qu'ils se sont ramassés dimanche avec les signatures qu'ils avaient, puis que, bon, tout a été déclenché. On sait qu'ils ont passé la journée hier à faire des appels, à regarder leurs appuis, puis ça allait être très, très serré. Les deux camps disaient qu'ils avaient les chiffres, mais quand que M. O'Toole demandait aux gens de signer une lettre disant qu'il y allait l'appuyer, les gens ne voulaient pas mettre leur nom à leur promesse. Alors, je pense que c'était peut-être la première indication que les choses n'allaient pas aller de son bord ce matin. Oui, Catherine? Écoutez, ça ruminait depuis un certain temps. Je pense qu'il y avait de l'insatisfaction envers M. O'Toole et on en parlait régulièrement, hein, mais certainement son flip-flop, en fait, son dernier flip-flop la semaine dernière avec les camionneurs, moi, ce qu'on me dit, c'est que ça a été le clou finalement là, sur le cercueil. C'était peut-être la goutte de trop et puis c'est ce qui a fait en sorte que certaines personnes se sont rebellées. Donc, Althia, oui, tout à fait, a parlé du fait qu'on voulait avoir plus de soutien et ce qu'on a vu ces derniers jours, moi, ce qui m'a surpris, en fait, c'est de voir à quel point certains de ses alliés se sont peut-être tournés vers lui parce que vraiment, ils se sont rendus compte qu'il avait perdu la confiance du caucus et ils ont fini par se rallier. Et on a vu le résultat aujourd'hui, hein, c'est sans équivoque. Oui, effectivement. Bon, Erin O'Toole chassé, on se demande évidemment qu'est-ce que ça veut dire pour la suite des choses au Parti conservateur. Il va y avoir bien sûr une course au leadership. Joël Denis, quels sont les candidats potentiels au moment où on se parle? Moi, le premier qui me vient en tête, évidemment, c'est le député de Carleton, Pierre Poilievre. J'ai l'impression que M. Poilievre est en cabale, en campagne depuis quelques semaines déjà, parce qu'il fait des déclarations tonitruantes sur les médias sociaux qui plaît à la base militante. Il n'est pas vu comme trop polarisant, cependant? Il peut l'être aux yeux de certains, mais aux yeux de la base, probablement pas. Donc, est-ce que les militants vont choisir pour la prochaine élection ou pour donner une nouvelle direction au Parti conservateur? Donc, il faut savoir que quand on fait une campagne leadership, on s'adresse d'abord et avant tout à ses membres. Ensuite, on se préoccupe de l'électorat en général. Donc, mais M. Poilievre, certainement, part avec une longueur d'avance. Donc, ça, c'est une candidature, évidemment, potentielle. Il y a aussi, je pense, faut pas oublier
Leslie Lewis, je pense qu'elle va peut-être tenter à nouveau d'y aller, surtout qu'elle est appuyée par des groupes pro-vie. Et je n'écarterai pas la possibilité que Patrick Brown, un ancien député conservateur, l'ancien chef du Parti conservateur d'Ontario, aujourd'hui maire de Brampton, soit tenté de faire le saut, parce que depuis un certain temps, il cherche à augmenter sa notoriété nationale, notamment sur la question de la loi 21. Oui. Althia, est-ce que vous avez d'autres noms? Parce que, bon, évidemment, le parti semble plus divisé que jamais. On se demande qui ça va prendre, quel genre de chef ça va prendre pour unifier les troupes. Je dirais, il n'y a pas de candidat sérieux, sauf ceux que Joël Denis a mentionné. Puis même Patrick Brown dit qu'il n'est pas intéressé. Est-ce qu'on le croit? Je ne sais pas. Peter MacKay, hier, disait pas non fermement, mais il a mentionné que peut-être que la page était tournée pour lui. T'sais, il a encore à payer ses dettes de la dernière course. Mais s'il n'y a pas de candidat modéré qui se présente, ça ne me surprendrait pas vraiment que M. MacKay décide de re-rentrer dans la course. Les noms qu'on discute, Ronna Ambrose, James Moore, c'est des candidats qui ont indiqué que leur temps est parti ou n'est pas maintenant. M. Moore ne met pas la croix là-dessus, mais avec la santé de son fils, il n'est pas intéressé à se présenter à ce moment-ci. Mais je crois qu'il y a quand même... Mais si je pourrais être vraiment franche, là, ça va vraiment dépendre de comment long la course elle est. Si la course elle est courte, ça l'avantage les gens qui ont déjà une base dans le parti, dont Mme Lewis, dont M. Poilievre. Si la course est plus longue, là, il y a la chance d'avoir des nouveaux entrants, puis il y a probablement des gens qu'on connaît pas ou qu'on pense pas à ce moment-ci qui vont décider de se lancer. Catherine? Je pense, moi aussi, je suis d'accord qu'il est peut-être un peu trop tôt pour spéculer. Je pense qu'on est à l'étape où les gens reçoivent beaucoup d'appels actuellement. Je pense qu'il y a beaucoup de téléphones là, qui se passent en ce moment. Donc, les gens se font solliciter. Certainement, Pierre Poilievre, je pense qu'il va être un aspirant. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui espèrent le voir comme candidat. Peter MacKay aussi pourrait se réessayer. Leslie Lewis aussi, qui, entend-on entre les branches, aurait peut-être déjà commencé à faire des appels. Bref, à avoir la réaction certainement des groupes anti-avortement, je pense qu'elle aurait leur soutien absolu. Ces groupes-là sont très contents de voir Erin O'Toole partir aujourd'hui. Oui. Joël Denis, juste un mot, parce que certains disent que le Parti conservateur est sur le bord de l'implosion. Est-ce que c'est le cas? Parce que c'est très difficile, on l'a vu, là. On assiste à une scission quand même importante entre l'aile plus à droite, plus religieuse du parti et les progressistes. Est-ce que c'est le cas que le Parti conservateur est sur le bord de l'implosion? Quelle lecture en faites-vous? Pas encore. Je pense qu'il y a encore quelques étapes à franchir avant qu'on arrive à cette malheureuse étape. Je vous dirais, ce qui va être décisif, ça va être le choix du prochain chef et quelle sera la position du chef sur une foule de dossiers. L'avortement, par exemple, ou encore le projet de loi, la loi 21 sur la laïcité au Québec. Les députés conservateurs du Québec qui tiennent, on ne souhaite pas que le parti s'en mêle. Même chose pour le projet de loi 96 qui vise à consolider la place du français au Québec. On ne veut pas qu'on touche à ça, mais il y a des pressions maintenant à l'interne pour qu'on s'attaque davantage à ces deux-là. Si ça se produit, là, il va y avoir un schisme. Je pense qu'il va y avoir un bloc de députés du Québec qui vont quitter le Parti conservateur. Oui. Althia, donc, on peut s'entendre pour dire que c'est une crise majeure quand même que traverse actuellement le Parti conservateur. Quel va être l'impact de ça sur les travaux qui viennent tout juste de reprendre au Parlement, vous pensez? Le parti va être distrait un petit peu, mais ils vont choisir dans leur propre coulisse un chef intérimaire. Il n'y a pas eu de problème quand Mme Ambrose était la chef intérimaire. On se rappelle aussi que quand M. Ray était le chef Bob Ray était le chef intérimaire du Parti libéral, ça n'a pas du tout affecté les travaux en Chambre. Je vois pas qu'il y aurait des projets de loi qui sont délaissés à cause de ça ou que le Parti conservateur se donne une gêne de se présenter d'affront sur des sujets plutôt chauds, disons, comme le communiqué sur la Chine. Je pense pas que ça va avoir un impact du tout. Catherine, comment vous voyez la suite des choses de votre côté? Moi, j'ai senti aujourd'hui, même si c'était une journée très difficile pour M. O'Toole, je pense qu'on a senti un soupir de soulagement chez les troupes conservatrices. Les gens se disent, bon, on tourne la page, on a pris notre décision, on va passer à autre chose. Et je pense que ce qu'on va voir, en fait, prochainement avec le chef intérimaire, c'est peut-être là des voix qui ont été écartées peut-être par M. O'Toole parce qu'elles ont osé le critiquer, qui vont peut-être revenir à l'avant-scène. Peut-être qu'on va justement en plus entendre parler Leslie Lewis, qui a été
été presque effacée ces derniers mois. Donc voilà, d'autres députés aussi qui ont, Shannon Stubbs par exemple, qui a été écartée aussi par Monsieur O'Toole dans son cabinet fantôme. Donc voilà, j'ai l'impression que peut-être qu'on va voir un parti conservateur plus uni, un parti conservateur aussi qui veut démontrer aux Canadiens qu'il est capable d'être un gouvernement en attente. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être du positif là, pour le Parti conservateur. Évidemment, c'est l'avenir qui va nous le dire. En tout cas, cette page a été tournée de façon assez soudaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Joël Denis, Althia et Catherine, merci beaucoup de votre analyse ce soir. C'est très apprécié. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Bye-bye. Pendant ce temps, c'est toujours le chaos au centre-ville d'Ottawa alors que la manifestation anti-mesures sanitaires se poursuit pour une 6e journée. Les organisateurs ont déclaré aujourd'hui qu'ils entendent poursuivre leur siège aussi longtemps qu'il le faudra, en fait, jusqu'à ce que les gouvernements à travers le pays mettent fin à toutes les mesures sanitaires. À la Chambre des communes, cet après-midi, le chef du Bloc québécois a encore une fois attaqué le premier ministre Trudeau pour sa gestion de la crise. J'ai proposé au premier ministre hier un certain nombre de gestes possibles et qui sont de la responsabilité et de la prérogative du gouvernement fédéral. Parmi celles-ci, il y a le simple fait d'enjoindre les occupants de la colline de quitter. Chacune de nos propositions, c'est une proposition de plus que celle qu'a fait le premier ministre, parce qu'il en est encore à 0. Et là, on voit se mettre en place ce qui prend des airs de véritables sièges durables. Est-ce que le premier ministre a posé des gestes pour lesquels les camionneurs doivent bel et bien quitter? Et combien de temps entend-il tolérer la situation avant d'agir? Bravo. Très honorable premier ministre. Monsieur le Président, mon honorable collègue sait très bien qu'il y a quelques jours, j'ai dit ça exactement, qu'il était temps que ces manifestants qui se sont fait entendre quittent la ville d'Ottawa pour pouvoir reprendre, pour que les citoyens et les parlementaires puissent continuer leur travail de représenter, de servir les Canadiens. Nous allons continuer de travailler avec les services de loi et d'ordre, avec les services policiers pour s'assurer que les gens sont protégés et que cette manifestation qui commence à être illégale se termine. Je retrouve André Durocher, qui est inspecteur du service de police de la Ville de Montréal, mais à la retraite. Alors, bonsoir, M. Durocher. Bonsoir, Mme Bégin. On vient de l'entendre, le premier ministre Trudeau s'en remet aux forces policières pour régler ce qui se passe au centre-ville d'Ottawa, mais le service de police de la ville ne veut pas, de son côté, déloger les manifestants ni les camionneurs. Bon, on a peur de créer des tensions, de la violence. Les résidents, les commerçants du secteur en ont vraiment ras-le-bol. Je vous demanderai d'abord, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette crise jusqu'à maintenant? Bien, je vous dirais, ça dépend, en fin de compte, de la tolérance des autorités de la Ville d'Ottawa. Parce qu'on sait, bon, effectivement, le droit de manifester, c'est un droit qui est sacré, c'est dans la Charte. Mais maintenant, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut, si on veut, emmerder les citoyens, les empêcher de circuler. Parce que oui, on a le droit de manifester, mais on a aussi le droit à la libre circulation. Et il y a plusieurs citoyens actuellement qui, au nom d'une infime minorité, se voient quand même brimer de l'usage de leur centre-ville. Et qui plus est, on a vu également qu'il y a eu, bon, même s'il n'y en a pas eu beaucoup au cours du week-end, il y a eu certains actes disgracieux. Mm-hmm. On voit qu'il y a des gens qui finalement s'en prennent aux journalistes et aux médias qui, eux, rapportent les événements. Donc, à partir du moment où on a manifesté, bon, le message est envoyé. Là, à un moment donné, il faut que ça cesse. Et ça, chaque service de police, en fait, a son seuil de tolérance. Et moi, ce qui me fait toujours rire là-dedans, c'est quand les autorités politiques, que ce soit le premier ministre, que ce soit un premier ministre d'une province ou même un maire d'une ville, disent qu'ils s'en remettent aux autorités policières. Lorsqu'une intervention de cette nature-là se fait, il est bien certain qu'il y a des discussions parce que faut toujours garder en tête, si on procède à une opération policière où il y a utilisation de la force et qui dégénère ou qu'on doit utiliser, par exemple, que ce soit des gaz ou des scènes un peu disgracieuses, bien là, à ce moment-là, est-ce qu'on est prêt à prendre l'odieux? C'est pour ça qu'on dit, non, on met ça aux forces policières, puis les forces policières, ils disent, là, tant qu'ils vont respecter, c'est une chose. Mais le meilleur conseil que je donnerais peut-être à la population d'Ottawa, c'est de mettre de la pression sur leurs élus, parce qu'à un moment donné, les gens en ont ras-le-bol. Oui, parce que, bon, vous dites qu'il faut que ça cesse, il faudrait mettre de la pression sur les élus, mais c'est à la police d'intervenir, juste pour être clair. Bien, ultimement, oui. Lorsqu'il y a une opération policière, la façon, les élus peuvent dire, écoutez, on aimerait que ça cesse, mais évidemment, les autorités policières,
en matière d'opération, c'est la police qui va décider de quelle façon ils le font. Parce que si jamais ça dégénère et que les autorités politiques ne peuvent pas arriver et dire « tu m'enlèves ça de là, c'est tout. Ouais. » Parfait. Si jamais ça dégénère, il va falloir qu'ils prennent l'odieux. C'est pour ça qu'il y a un peu une espèce de... C'est pas le jeu de chat et de la souris, mais un peu, on se lance la balle à ce niveau-là parce que personne qui veut. Il y a comme un singe, personne ne veut avoir le singe sur l'épaule. Puis on se demande aussi comment intervenir parce qu'on le voit sur les images, il y a des dizaines de poids lourds qui sont stationnés dans les rues d'Ottawa qui bloquent le trafic, notamment devant donc le Parlement. Et certains ont même enlevé leurs roues. Les camionneurs ont enlevé les roues sur leurs véhicules pour éviter d'être remorqués. Alors, qu'est-ce qui peut être fait pour déplacer des véhicules comme ça qui n'ont pas de roues? Finalement, sur les véhicules, là? Bien, je vous dirais, il y a une bonne vieille recette qui est un peu... on me disait dans le temps de faire de la pizza, une petite tranche de pepperoni à la fois. Bien, un camion à la fois. On commence à en enlever, mais sauf qu'avant de le faire, il faut être en mesure d'évaluer, OK, si on le fait, est-ce qu'on est en mesure de sécuriser, par exemple, les remorqueurs qui restent sur les lieux? Ensuite, on doit être en mesure d'anticiper quelle sera la réaction des autres camionneurs. Est-ce qu'ils vont décider d'embarquer dans leur camion puis tous s'en aller en même temps? Si tel est le cas, il va falloir canaliser ces gens-là vers des endroits pour évacuer le centre-ville. Donc, c'est tous les différents scénarios que les services de police doivent évacuer qui vont bien au-delà de simplement remorquer un camion. Ouais. Cela étant dit, je trouve qu'ils font preuve d'une très, très, très grande patience. Oui, et pendant qu'on est patient, il y a d'autres convois de manifestants qui disent se diriger vers Québec, la capitale provinciale, pour bloquer aussi des rues, protester devant l'Assemblée nationale cette fin de semaine. Le maire de Québec dit qu'il va être pas aussi patient que les autorités ici le sont à Ottawa. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour éviter à Québec une situation comme celle dans la capitale fédérale? Bien, ce que j'ai vu dans les médias, ce qu'ils font à Québec actuellement, c'est que, comme on dit, ils n'en sont pas à leur premier barbecue non plus pour ce qui est des manifestations autour du Parlement. Je disais qu'on va prévoir des espaces pour les camions pour qu'ils puissent manifester. Donc, j'imagine les autorités policières, si on fait ça, c'est parce qu'ils ont prévu que c'est un endroit peut-être qui causerait le moins d'inconvénients possible. Est-ce que c'est ce qui aurait dû être fait au départ à Ottawa? Bien, moi, je pense que c'est facile à juger comme ça après le fait, mais je pense qu'on a été un peu pris au dépourvu par l'ampleur et le nombre de personnes qui se sont présentées. Et à partir du moment où on est face à ça, il est un peu trop tard. On ne peut plus remettre la pâte à dents dans le tube. Et là, lorsqu'on connaît tous très bien le centre-ville d'Ottawa, c'est pas immense. Là. À part la rue Wellington, qui est très large et tout, c'est plusieurs petites rues. Donc, c'est pas long que c'est tout bloqué. Peut-être on aurait dû à ce moment-là prévoir des endroits pour dévier les gens et que les gens peuvent s'y rendre à pied. Mais là, cela étant dit, comme je dis, c'est toujours facile après le fait plutôt qu'avant. Parce que, bon, c'est un siège qui se poursuit depuis maintenant presque 6 jours à Ottawa. André Durocher, inspecteur du service de police de la Ville de Montréal à la retraite, je vous remercie de ces précisions. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 2 février sur la colline parlementaire, toujours assiégée à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.